Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, voyageons 30 ans dans le passé pour vous parler d'un film assez culte sorti en 1993, une œuvre d'anticipation et d'action intitulée Demolition Man, réalisée par l'italien Marco Brambilla qui venait de la publicité et qui depuis n'a plus fait grand chose ou rien du tout dans le 7e art, c'est intéressant ça. Au casting dans le rôle principal, évidemment Monsieur Sylvester Stallone. Face à lui, l'antagoniste est joué par Wesley Snipes, assez déjanté. Et premier grand rôle pour Sandra Bullock, un an avant Speed. À leur côté, pêle-mêle, nous avons Nigel Hawthorne, qui interprète le leader du monde futuriste. Bob Gunton, qui apparaît toujours dans une prestation de méchant ou de gars antipathique. Il en a eu quand même quelques-uns de ces rôles-là dans les années 90-2000. Il y a aussi Denis Leary, qui joue un rebelle. Une apparition rapide aussi de Jack Black, voilà. Et Troy Evans, tiens, qu'on va citer aussi, qui sera l'année d'après dans Ace Ventura, le premier du nom. Il y a également aussi Glenn Shadix, que vous avez pu voir dans Beetlejuice. Alors, il s'agit pour moi, je préfère le préciser d'emblée toujours, d'une découverte très tardive de ce film-là, que si je l'avais vu durant l'adolescence, il m'aurait certainement immensément fasciné sur plein de points. Mais voilà, on va voir quel point de vue je porte dessus alors que je suis un quadragénaire désormais. Petit synopsis, on commence dans un avenir proche pour l'époque, 1996, et on voit le sergent destructeur, démolisseur John Spartan qui fait une arrestation assez musclée d'un gars qui a pété un plomb, qui a pris des otages, c'est très enflammé, et il va être réprimandé violemment par sa hiérarchie car les otages sont morts. Ah, une petite réprimande, pas une mise à pied de 2 semaines et tout, non. On va le cryogéniser pour X années, et que même quand il sera libéré, il sera toujours plus ou moins incarcéré. Sympa, Évidemment, on met le méchant dans le même processus, et vous pouvez imaginer que donc, plusieurs années, décennies après, les deux vont se réveiller au même moment. Alors, c'est que, en fait, Simon Phoenix, joué par Wesley Snipes, lui, va se libérer de lui-même, vraiment, en 2032, et il n'est pas guéri, parce qu'on est censé les rééduquer, là, dans leur cryogénisation que tu parles, il est toujours aussi méchant, donc, pour arrêter ce criminel dans un monde où il n'y a plus de crime, dans un monde parfait, eh bien, on va réveiller John Spartan, parce que c'est clairement le seul qui est légitime à pouvoir le stopper, et qui en est capable, parce que la police du futur, disons qu'elle galère un petit peu, il n'y a plus vraiment de choses graves à gérer. Et forcément, John Spartan, il va devoir s'adapter à ce monde futuriste, il va découvrir d'autres choses, peut-être là, on va voir si certaines des nouvelles technologies vues dans le film ont été vérifiées à l'avenir, c'est toujours intéressant quand on voit un film d'anticipation du passé. Et John Spartan, il ne va pas y aller de main morte, ce qui est compliqué dans un monde qui est régi par une paisibilité un petit peu cringe. Be well, soyez heureux. Pas de contact physique, pas de gros mots, tout est lissé, polissé à l'extrême. Et dans cette utopie apparente se cache une vraie dystopie, évidemment, puisque les gens sont endormis, ne peuvent pas faire grand-chose. C'est assez classique donc, dans ce domaine-là, et ce sont des inspirations qu'on peut retrouver. Bon, dans 1984 d'Orwell, oui, puisque la VF y fait référence. J'ai vu le film en VO, mais avec les sous-titres en VF, à un moment on parle de Big Brother, ce qui n'est pas fait dans la version de base, mais bon, intéressant. Mais surtout, l'inspiration principale, c'est Brave New World, le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, tant et si bien que le personnage de Sandra Bullock s'appelle Lenina Huxley. Huxley, le nom de l'auteur, Lenina, d'un personnage de meilleur des mondes. Ok. Alright, bref, évidemment, c'est assez classique quand même sur le papier, mais ça fait le boulot sur le plan de divertissement, scène d'action, humour aussi, beaucoup d'humour, et côté SF qui fascine. Et c'est sorti la même année que Last Action Hero. Deux films qu'on peut mettre en parallèle si on veut. Allez, je la balance direct sur une anecdote, assez amusante quand même, qui peut-être a failli prédire quelque chose. Rappelez-vous, dans Last Action Hero, on voit Sylvester Stallone qui a pris le rôle de Terminator, voilà. Sur une figurine, et quelques mois après, petit clin d'œil, alors je sais pas si c'est en écho, parce que les films étaient peut-être tournés en parallèle, bon bref, mais dans ce monde donc de Demolition Man,
Angeles, c'est pas Los Angeles, c'est un mix entre San Francisco et Los Angeles, si vous voulez, eh bien, Schwarzenegger, avant 2032, a été président des États-Unis quand on a modifié la Constitution, le 61e amendement, qui permettait à Schwarzy de se présenter, même s'il n'était pas né aux États-Unis. Et ouais. Mais c'est ce qu'il aurait voulu, vraiment, faire en vrai. Et avant, on ne savait pas, en 93, qu'il ferait une carrière politique de gouverneur et tout. Donc oui, là, il y a une vraie anticipation extraordinaire, un petit clin d'œil, méta, si on veut, qui va de pair avec celui de Last Action Hero dans l'autre sens. Il y a d'autres repères méta comme ça dans le film. À un moment, on parle de Jackie Chan. Et bien, Jackie Chan a failli jouer le méchant, mais c'est Wesley Snipes qui a été choisi. Et à un moment, le personnage de Wesley Snipes, il va prendre une grosse mitraillette et tout, il réfère Rambo, hein, joué par Sylvester Stallone. Et c'est là où on se pose la question, qui aurait joué Rambo dans ce monde? Schwarzenegger, peut-être. Ils auraient dû pousser le délire encore plus et montrer un extrait où on voit Schwarzenegger en Rambo, c'était drôle. Mais bon, voilà, donc c'est assez amusant, et ça, oui, ça donne un cachet humoristique au film, qui malheureusement, quand même, sur certains points, va trop loin là-dessus sur l'antagoniste. Parce que finalement, Wesley Snipes, aussi bon soit-il dans le film, hein, il est fun, voilà, il est engagé, c'est vraiment bien dans son art, mais ça fait un petit peu trop décalé, et en fait, il n'est caractérisé que par sa folie et sa méchanceté. On dirait vraiment une sorte de miroir au Joker, alors des comics bien sûr, mais peut-être de Nicholson, évidemment, de Tim Burton, hein, Batman de Tim Burton. Et à certains moments, bon, ouais, le problème c'est que ouais, la menace elle est là quand même, bien sûr, mais ça dégoupille certaines choses. Non, ce qui fonctionne pour moi le mieux dans le film finalement, c'est comment donc le personnage de Stallone va s'adapter ou non dans un monde qu'il ne reconnaît plus. Donc le côté des insultes, dès qu'il en dit une, il reçoit une sorte d'amende là. À un moment d'ailleurs, il va insulter la machine plusieurs fois, ça va rappeler, mais alors là c'est vraiment une référence personnelle. 2 ans après dans Les Trois Frères, quand les inconnus insultent le notaire et qui rajoutent les amendes, c'est un peu pareil. Aussi bien les inconnus ont vu Demolition Man avant d'écrire le scénario des Trois Frères. Hein. Et ouais, le côté du papier toilette qui n'est plus là, donc on utilise des coquillages, ça sera le running gag final du film d'ailleurs, c'est resté un petit peu le fantasme, comment on utilise ces coquillages, et ben on ne le saura jamais, peut-être vaut mieux pas le savoir, je vous avoue, mais bon, pourquoi pas. Et d'autres choses, des trucs qui vraiment sont vrais aujourd'hui, mais bon, la science y travaillait déjà à l'époque, hein, côté vidéoconférence, bon, voilà, côté tablette, etc., le côté aussi annonce, OK Google ou Siri, un petit peu, il y a ça, Alexia, tout ça. Mais oui, les voitures qui se conduisent tout seules, mais ça, dans la SF, on avait déjà des trucs, bon, on les voyait volantes, surtout à l'époque. Donc ouais, c'est vraiment bien travaillé dans cette esthétique-là, les décors sont assez vraiment convaincants, et là, ouais, on y croit, on se plonge dans cette atmosphère-là, et du coup, le côté un peu candide, rustre de John Spartan marche bien avec celui de le protagoniste de Sandra Bullock à côté qui s'étonne, etc. Oui, il n'y a plus de contact physique, on pense se saluer, on fait ça, pas plus, parce que attention, il y a eu une épidémie, donc hein, ça convoque aussi le Covid, on ne peut plus dire ce qu'on veut, on ne peut plus faire ce qu'on veut, oh là là, à un moment il y a une tirade du personnage de Denis Leary là, qui pourrait être dite par beaucoup de gens aujourd'hui, pour plein de raisons, théorie du complot, mais bon là on est vraiment dans un monde qui est dystopique, hein, et c'est intéressant. Donc ouais, voir comment le personnage de Sandra Bullock évolue peut-être un peu quand même, hein, sur ce plan-là, et ça la fascine de voir cet homme-là qui semble venu de l'époque des cavernes, hein, c'est l'idée, et ben oui, il va changer un petit peu les choses. Pour arrêter Simon Phoenix, il faut aller plus loin que ce que la police peut faire. Et à un moment, il y a une scène très drôle où tu as un policier qui regarde un tutoriel pour comment interpeller le méchant. Ben oui, ils savent plus faire, quoi. Voilà, hein, paix et prospérité, c'est pas long, je sais pas ça, hein, c'est greetings and je sais plus, be well, les trucs là qui se disent tout le temps, on se croirait presque dans Star Trek, mais non. Voilà, donc après bah, l'action en elle-même, il ne se passe pas grand chose de particulièrement étonnant, hein, mais j'aime bien, on va aller bas-fond aussi de ces gens qui essayent de résister, mais pas suffisamment, à part cette réplique de Denis Leary là. Ça aurait pu être beaucoup plus creusé, comme la caractéristique et la psychologie du personnage de Wesley Snipes, mais on voit que c'est un film qui voulait aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc on va retenir surtout le côté, oui, waouh, ça a prédit cela ou pas peut-être, et l'actionneur, avec cette scène d'ouverture où c'est très explosif, et vraiment on voit qu'il vient de la pub, Brambilla, mais il le fait super bien. Écho à la fin, avec cette conclusion à en perdre la tête, j'en dis pas plus. Et oui, ça fait le café.
Les petits moments placement de produits aussi, ça, évidemment, pour l'époque, c'était très souvent le cas. Hein. Pizza Hut, alors c'était Taco Bell, je crois, en VO, enfin dans l'original, mais là, c'était le seul restaurant unique maintenant, c'est Pizza Hut. Voilà, voilà. Non, mais c'est vraiment drôle de voir ce film, même avec le recul, même en tant que Quadra, désormais, bah, j'ai vraiment apprécié, même s'il y a des défauts, fatalement. Mais ça, c'est le délire à voir jeune, je pense, de l'époque. C'est intéressant de le revoir pour les personnes qui l'ont déjà vu de nos jours. Ça serait intéressant d'avoir votre avis si vous l'avez revu récemment et découvert à l'époque, ou si, comme moi, vous l'avez découvert sur le tard. On en discute en commentaire. En tout cas, c'est sympathique. Et à noter qu'en VF, fait étrange, peut-être l'une des seules fois où Stallone, à l'époque en tout cas, n'avait pas été doublé par Alain Dorval. Enfin, dans les films où il commence à être connu. Et là, c'est Richard Darbois qui s'y colle. C'est bizarre. J'ai essayé un peu la VF. Non, je suis repassé en VO obligatoirement. Avec Dorval, j'avoue, je pense que je me serais fait le film en VF en mode paresseux d'écouter aussi ces magnifiques doubleurs d'époque. Et bon, là, avec Darbois, ça m'a un petit peu perdu, là. Donc, non, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, votre avis dessus, de l'époque ou maintenant, en VF ou en VO, peu importe. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!